Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mystère qui a donné des sueurs froides à des générations d'apprenants du français, les nombres. Et plus particulièrement, on va se demander pourquoi le système de comptage français semble devenir complètement fou après le chiffre 69. Pourquoi, mais pourquoi dit-on 99? Accrochez-vous, on part pour un voyage fascinant dans l'histoire et la linguistique, et je vous promets qu'à la fin, tout ça aura un sens. Oui, oui, c'est promis. Ah, cette phrase. Elle résume tellement bien le sentiment de choc et d'incompréhension que l'on ressent tous. C'est une frustration presque universelle. On est là, on apprend tranquillement. 30, 40, 50, 60, tout va bien, la route est droite, c'est logique. Et puis d'un coup, on arrive à 70 et c'est le mur. Les règles du jeu semblent changer sans aucune explication. Eh bien aujourd'hui, ce mur, on va le déconstruire ensemble, brique par brique, pour en faire une porte d'entrée vers une compréhension bien plus profonde de la langue française. Alors, pour résoudre cette énigme, voici notre plan de match. On va y aller en 5 étapes. D'abord, on va bien cerner le problème. Ensuite, on plongera dans l'histoire pour voir d'où ça vient. Après ça, on décortiquera la logique derrière tout ça. On verra aussi que tout le monde ne compte pas comme ça dans le monde francophone. Et pour finir, on verra comment appliquer tout ça dans la vie de tous les jours. C'est parti! On commence donc par le cœur du problème. Ce moment précis, cette transition un peu brutale, où le comptage, qui était si simple et si intuitif, bascule soudainement. On passe d'un système familier à ce qui ressemble au premier abord à un exercice de calcul mental un peu tordu. C'est vraiment ce passage de 60 à 70 qui sème la confusion. Pour bien comprendre, imaginez que compter jusqu'à 69, c'est comme conduire sur une autoroute parfaitement droite. Chaque dizaine a son propre panneau, 20, 30, 40, 50, 60. C'est clair, c'est net, c'est prévisible, on avance sans se poser de questions. Mais en arrivant à 70, c'est comme si on nous forçait à prendre une petite route de campagne sinueuse sans GPS et sans prévenir. Au lieu d'avoir un nouveau panneau pour une nouvelle dizaine, comme on pourrait s'y attendre, la langue française nous dit « Stop, maintenant tu sors ta calculatrice ». Et 70, ce n'est rien d'autre que 60 plus 10. C'est ce changement de logique, ce passage de la simple dénomination à l'addition forcée qui est si déroutant au début. Et voici nos 3 principaux suspects, les 3 nombres au cœur de notre enquête, 70, 80 et 90. Ce qui est absolument crucial de comprendre, c'est que ce ne sont pas des anomalies, des erreurs de la langue qui auraient survécu par hasard. Pas du tout. Ils sont en réalité les témoins parfaitement logiques et cohérents d'un autre système de comptage. Un système plus ancien qui cohabite, qui s'est mélangé avec le système décimal que l'on connaît. Allons voir d'où vient cette incroyable particularité. Pour comprendre le pourquoi du comment, il faut faire un véritable voyage dans le temps. On doit remonter très loin en arrière. Parce que ce qui nous semble être une complication aujourd'hui, ce n'est absolument pas une erreur de l'histoire. C'est l'héritage direct d'un choc des cultures, d'une rencontre linguistique entre 2 très grandes civilisations qui ont marqué le territoire de la France actuelle. On a ici une véritable rencontre entre 2 mondes, 2 façons de voir les mathématiques. D'un côté, les Romains, qui, en conquérant la Gaule, ont apporté avec eux le latin et donc leur système décimal, en base 10. Un système très logique, très structuré, basé sur les 10 doigts de la main. De l'autre côté, on avait les peuples qui vivaient là avant eux, les Gaulois, les Celtes, et eux, ils comptaient différemment. Ils utilisaient un système en base 20 qu'on appelle vigésimal. L'idée, c'était probablement de compter sur les 10 doigts et puis sur les 10 orteils. Cet homme complet valait 20. Et ce système, on le retrouve dans d'autres langues anciennes, comme le basque par exemple. Le français moderne est donc le résultat d'une fusion un peu forcée entre ces 2 manières de compter. Cette frise chronologique nous montre bien que le système actuel n'a pas toujours été une évidence. Pendant des siècles, les 2 systèmes ont vécu côte à côte. Dans certaines régions de France, on disait très logiquement 70 pour 70 ou 90 pour 90. Mais c'est finalement le dialecte de Paris qui avait conservé cette influence celte en base 20 qui a pris le dessus, à cause de l'énorme poids politique et culturel de la capitale. Et plus tard, la Révolution française, avec son obsession d'unifier la nation, a voulu standardiser la langue et a donc imposé ce système parisien à l'ensemble du territoire, le cimentant pour de bon. Parfait. Maintenant qu'on a cette clé de lecture historique, on va pouvoir enfin décoder ces nombres qui nous paraissaient si bizarres. Ce qui semblait être une exception complètement arbitraire va se révéler être en fait une règle d'une cohérence parfaite. C'est simplement une règle qui suit une logique différente, une logique héritée de cette fameuse base 20,
Alors, pour toute la série des 60, il faut imaginer un jeu de construction un peu comme des Lego. On a une grosse brique de base, 60, qui vaut 60. À cette base, on va simplement venir ajouter les briques des nombres que l'on connaît déjà par cœur. 10, 11, 12, jusqu'à 19. Prenons 71. C'est notre base 60 plus la brique 11, ce qui donne 71. Pour 77, c'est pareil. C'est notre base 60 plus la brique 17, 77. C'est une simple addition. En fait, c'est aussi simple que ça. 60 plus 11, 60 plus 17. Avec 80, attention, on change d'opération. On quitte l'addition pour passer à la multiplication. Là, on est en plein cœur de l'ancien système en base 20. C'est la preuve la plus claire, la plus pure qu'on puisse trouver. 80, c'est tout simplement 4 fois 20. 4 fois 20 égale 80. Et ici, il y a une fameuse règle de grammaire, un petit piège à connaître. Le mot 20 prend un S uniquement quand deux conditions sont réunies. Il doit être multiplié et il doit être le tout dernier mot du nombre. On va voir des exemples très concrets juste après pour que ce soit limpide. Regardez bien ces exemples, c'est très visuel. Pour le nombre 80 tout seul, on écrit 80 avec un S parce que 20 est bien multiplié par 4 et il termine le nombre. C'est le dernier mot. Mais regardez ce qui se passe dès qu'on ajoute quelque chose derrière. Pour 81, hop, le S a disparu. Pourquoi? Parce que 20 n'est plus le dernier mot, il y a 1 derrière. Pareil pour 85, le S disparaît. C'est une petite gymnastique au début, mais une fois qu'on a mémorisé cette règle, on ne fait plus l'erreur. Et on arrive maintenant au boss final, celui qui combine tout ce qu'on vient de voir, la série des 80. Mais en fait, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. On va reprendre les deux logiques qu'on a vues. On prend la base de 80, donc 80, et, exactement comme pour les 70, on va lui ajouter la série des nombres de 10 à 19. Du coup, pour dire 91, on prend 80 et on ajoute 11. 91. Et pour notre fameux 99 du titre, c'est 80 plus 19, 99. C'est un calcul en deux temps. 4 fois 20 plus 19. Une fois qu'on a la clé, ça devient parfaitement logique. Mais attention, ce système un peu complexe n'est pas une fatalité. Il faut savoir qu'il n'est pas le seul à exister dans le grand monde de la francophonie. Il y a des alternatives, des versions beaucoup plus simples et plus directes, qui sont utilisées tous les jours par des millions de personnes. Découvrons-les. Et voici le tableau qui, pour beaucoup de gens qui apprennent le français, est une véritable révélation. En Belgique, mais aussi en Suisse, on utilise 70 pour 70 et 90 pour 90. Et dans certains cantons suisses, on entend même 80 pour 80. Ces mots suivent exactement la même logique que 50 ou 60. C'est une continuation parfaite du système décimal. Ça nous prouve bien que le système utilisé en France est une particularité historique et culturelle et non pas une règle absolue de la langue française. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a passé le cap de 99, tout redevient beaucoup plus simple et logique. Par contre, il y a quelques nouvelles règles de grammaire à connaître pour les très grands nombres. La première, très importante, le mot 1000 est invariable. Il ne prend jamais, jamais, jamais de S. On écrit 2000 euros, pas 2000. En revanche, millions et milliards se comportent comme des noms communs, donc ils prennent d'un S quand il y en a plusieurs, et ils doivent être suivis de la préposition de ou des devant un autre nom. On dira donc 3 millions d'habitants. C'est une règle simple à appliquer une fois qu'on la connaît bien. Maintenant qu'on a bien décortiqué toute la théorie des nombres, on va voir comment les utiliser dans une des situations les plus courantes de la vie, parler de son âge. C'est un domaine où, là aussi, il y a quelques petites subtilités, à la fois grammaticales et culturelles, à connaître pour ne pas commettre d'impair. Attention, ici c'est probablement l'erreur de traduction la plus fréquente. En français, on n'est pas un âge, on l'a. C'est une différence fondamentale. Il faut donc impérativement utiliser le verbe avoir. On ne dira jamais je suis 30 ans, mais toujours j'ai 30 ans. Littéralement, ça veut dire qu'on possède 30 années d'existence. En utilisant le verbe avoir correctement dans ce contexte, on montre qu'on a vraiment compris une des finesses de la langue française. Pour parler de l'âge de manière plus naturelle et plus précise, c'est très utile de connaître le vocabulaire qui correspond aux différentes étapes de la vie. On ne va pas parler de la même façon d'un bébé et d'un adolescent. On pourra dire par exemple « Mon fils est encore un enfant, il a 10 ans » ou bien « Mon grand-père est une personne âgée, il a 82 ans ». Utiliser le bon terme, ça montre une bonne maîtrise de la langue, mais aussi une certaine sensibilité culturelle. En français, la manière de poser une question est souvent aussi importante que la question elle-même. Le choix entre le tu, informel pour les amis et la famille, et le vous, formel pour les inconnus ou les personnes plus âgées, est absolument fondamental. Mais il y a plus. Il faut savoir que demander son âge, surtout à une femme, peut être perçu comme assez indiscret dans la culture française. La troisième phrase qu'on voit ici, c'est une formule de politesse, très élégante, très respectueuse. Elle montre qu'on est conscient de cette nuance culturelle et qu'on prend des précautions.
Voilà un point culturel vraiment important à retenir pour éviter de créer un malaise. En France, de manière générale, il est considéré comme impoli de demander directement son âge à une femme. C'est une question qui relève de la sphère privée. La plupart du temps, la meilleure attitude est d'attendre que la personne en parle d'elle-même, ou alors d'utiliser une formule très précautionneuse si on doit absolument poser la question. C'est une petite règle de savoir-vivre qui peut vraiment faciliter les interactions sociales. Et on termine avec cette question, pour réfléchir un peu. Elle résume parfaitement la tension fascinante qui existe dans toutes les langues entre la pure logique et le poids de l'histoire, de la tradition. Le cas des nombres français nous montre que l'usage, l'habitude et la force de la norme culturelle sont parfois bien plus puissants que le simple désir de simplification. Et au fond, c'est peut-être ça qui rend les langues si vivantes, si complexes et finalement si passionnantes à apprendre. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.